Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, on parle de la Fed qui plombe un petit peu l'ambiance sur les marchés. On a eu en début de semaine Lael Brainard, qui est la future vice-présidente de la Réserve fédérale, qui à la base est plutôt colombe, et qui nous a quand même évoqué un resserrement rapide de la politique monétaire de la Fed. Est-ce que les marchés ne sont pas en train de réaliser qu'elle va frapper plus fort que ce qu'ils imaginaient ? Si, mais on avait une première analyse qui était post-Covid et avant Ukraine, qui était assez rassurante, puisque dans toutes ces analyses, y compris celle de la Réserve fédérale, l'inflation revenait à 2% à la fin de 2022. Et comme les banques centrales ont des horizons de temps de 1 an ou 18 mois, elles voyaient au-delà, donc elles ne voyaient pas de raison d'être méchantes, quoi. Donc on avait à ce moment-là des hypothèses. On est à 8 là. Et alors là, on est à 8, d'inflation. on va monter à 9, j'ai même des confrères qui parlent de 10, mais enfin bon, disons 9. Mais surtout, la dynamique maintenant est beaucoup plus longue. Et alors, quand on parle à des entreprises qui travaillent aux États-Unis, ce que je faisais encore avant de venir tout à l'heure, ils expliquent que maintenant, les comportements inflationnistes sont partout. C'est-à-dire que leurs sous-traitants montent leurs prix, eux montent leurs prix sans difficulté, parce que les gens acceptent de payer plus cher, et du coup demandent des salaires qui montent, et s'ils ne les ont pas, ils changent d'entreprise pour les avoir. Enfin, donc on est vraiment rentré dans un mécanisme années 80, quoi. C'est retour aux années 80, où les salaires s'indexent sur les prix. On est presque à 6 sur les salaires, sur le dernier point. Et les prix des entreprises s'indexent sur les prix des matières premières, et le truc tourne. Pendant ce temps-là, les matières premières ne rebaissent pas, parce qu'il y a la guerre en Ukraine, et maintenant tout le monde pense que cette guerre va être durable, donc les sanctions sur la Russie vont durer. Et alors là, on est vraiment en train de... C'est la vieille histoire de Peul, la pâte dentifrice qui est sortie du tube, quoi. Dire, aux États-Unis, on est vraiment dans des boucles entre les prix et les salaires. Donc la Fed n'a pas le choix. Et avec une complète désinhibition. C'est-à-dire ce que nous racontent nos contacts aux États-Unis, c'est qu'on monte les prix, quoi. Je veux dire que c'est accepté qu'on monte ses prix, et les consommateurs acceptent de payer plus cher. Enfin, ça ne montera pas jusqu'au ciel, ça. Ça peut monter très haut. Ça peut monter très haut, parce que si les salaires s'indexent au prix et les prix s'indexent au salaire, à la fin, tout monte comme les matières premières, quoi. Donc on pourrait avoir de l'inflation à 2 chiffres, quoi, aux États-Unis, si on n'y fait pas attention. Donc la Réserve fédérale, là, comprend bien. Alors, l'analyse est très politique de la Réserve fédérale, c'est extrêmement intéressant, c'est assez profond. Il y a 2 mois, ils disaient, le pire qu'on pourrait faire, c'est redéclencher une récession. Et aujourd'hui, ils disent le pire qu'on pourrait faire, c'est de ne pas casser l'inflation, parce qu'elle est en train de détruire beaucoup de choses dans l'économie américaine. Et donc, ils veulent casser l'inflation. Qu'est-ce qu'elle détruit les revenus de tous ceux qui n'arrivent pas à se faire indexer leurs revenus. Par exemple, les gens qui ont des petites retraites, enfin voilà. Et donc, ils veulent vraiment casser l'inflation. Alors la question, c'est à combien faut-il monter les taux pour casser l'inflation ? Alors, il y a 2 semaines, les marchés nous disaient il faut monter les taux à 2,50 à la fin de l'année prochaine. Aujourd'hui, ils nous disent qu'il faut monter les taux à 3,30. Mais à 3,30, si l'inflation est à 9, on ne va pas casser l'inflation, quoi. Donc l'inquiétude, ça commence à se dire, mais c'est 3,30 ou alors ils vont aller à 5, ils vont aller à 6. J'ai fait un travail qui consiste à dire, si c'était la Réserve fédérale des années 80-90, à combien mettrait-il les taux aujourd'hui ? 9. Il mettrait les taux à 9. Si c'était la même Réserve fédérale. Parce que les économies et les marchés financiers sont capables taux de chômage à 3,6. Alors, si vous mettez les taux à 9, vous déclenchez une récession et probablement une crise de la dette dans beaucoup d'endroits de l'économie, quoi. Et pas seulement la dette publique. Aux États-Unis, ce qui est plus fragile, c'est les fonds, c'est les gens qui ont du levier, les entreprises qui ont beaucoup de levier, enfin... les entreprises qui ont racheté leurs actions en s'endettant, enfin, ce genre de choses. Donc, ils ne feront pas ça. Ils ne feront pas 9, mais ils ne vont pas s'arrêter à 3 non plus. Je pense qu'ils vont être entre les deux, quoi. Aujourd'hui, les marchés price quoi ? 3,2, 3,1 quoi, à la fin de l'année prochaine, à la fin de 2023. Donc ça va, c'est pas non plus à haut. Oui, mais ils vont aller plus haut que ça. Les marchés vont continuer à réviser. Ils vont faire plus que ça. Je pense qu'ils vont faire plus que ça, mais ils ne vont pas faire 9 non plus. On est parti sur 50 points de base, donc maintenant... Mais on est parti sur plusieurs fois 50 points de base, plus la réduction du bilan à partir du mois de mai, ce qui va aussi pontifier la courbe des taux. De combien d'ailleurs ? Parce qu'il y a plein de chiffres qui circulent. À partir du mois de mai, de combien va baisser ? C'est rien, ils peuvent baisser, ils peuvent 60, commencer... 80, 100 milliards. Non, 100 milliards par mois, ça irait très... Enfin, ils sont à 9 000. Ils sont à 9 000 milliards quand même. Oui, ils sont à 9 000. Bon, ils vont faire 50 milliards par mois, non ? 60 milliards par mois. Et c'est pas dramatique ? C'est-à-dire comme on sait que ce qui influence les taux d'intérêt à long terme, c'est la taille du bilan de la Réserve fédérale, quand vous arrêtez le quantitative easing, il ne se passe pas grand-chose, parce que vous ne réduisez pas le bilan. Et commencez à réduire le bilan
avec une perspective de le réduire, je ne sais pas, de 1000 milliards par an, par exemple, là, vous commencez quand même à avoir un vrai effet sur les taux d'intérêt à long terme. 1000 milliards par an, ça fait 80 par mois. 80 par mois, Ouais, oui. c'est un peu plus que 50. Mais, on n'en sait rien, ils ne le savent pas non plus eux-mêmes. Hein. Mais enfin, ils sont en train, tous les jours, de s'inquiéter plus de l'inflation. Ça, c'est à peu près clair. Parce qu'à nouveau, quand vous parlez à n'importe quel acteur de l'économie aux États-Unis, hein, des fonds d'investissement, des entreprises, ils vous disent tous, mais là, c'est parti, quoi. Je veux dire, on ne sait pas ce qui va arrêter ce truc. À partir de quel niveau les marchés vont se mettre à broncher parce que si c'est 50 points de base à chaque séance, à chaque meeting, il reste combien de meetings d'ici la fin de l'année, quoi? Il y en a quoi? Mais il faut se rappeler que après, il y a le transitoire et le définitif. 93-94, hein, le fameux choc. Qui n'a pas laissé un bon souvenir. Hein. Ils montent très violemment les taux d'intérêt. De mémoire, ils font 400 points de base dans l'année. Les marchés le prennent très mal. Et 6 mois après, les marchés avaient oublié. Quoi, hein, donc, il ne faut pas non plus. Parce que parce que l'économie était repartie. Parce que c'était juste un choc. Quoi, je dirais. La différence, quand même, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, les taux d'endettement sont beaucoup plus élevés que dans les années 90. Le levier des entreprises est beaucoup plus élevé. Le levier des fonds est plus élevé. Enfin, bon. Enfin, à nouveau, ils ont changé de perception. Mais la Fed ne pourra rien faire, parce qu'elle n'ira pas jusqu'à 8 ou 9% alors, sur le Fed Fund. Oui, mais alors la question après... alors, il y a une question après que je me pose, mais je n'ai pas la réponse. Est-ce que faire la moitié du chemin, disons qu'ils finiront par aller à 4 à un certain moment, quoi. Donc ils font la moitié du chemin. 4 en 2023 Fin 2023. Disons qu'ils sont à 4 fin 2023, donc ils viennent de 0, ils sont à 4, ils auraient dû aller à 8. Donc ils font la moitié du chemin. Est-ce que ça aura un effet important sur l'inflation? Est-ce que ça vaut la peine? C'est-à-dire que ça aura sans doute un petit effet sur l'inflation, mais à nouveau, si l'inflation est partie sur une dynamique très explosive, pas tant que ça, et quand même, ça va faire du mal à l'économie. Parce que ça, donc, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que ça vaut le coup de faire 4 ou est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire 8, tuer le truc, et puis après, revenir aux dynamiques du passé? C'est-à-dire, au lieu d'y aller un tout petit peu, s'arrêter à mi-chemin et regarder, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire Volcker, quoi? Donc, et puis, on provoque une récession. On tue le truc. On provoque une récession. On provoque une récession, mais dans un an, il n'y a plus d'inflation. Et on revient au cycle du passé de la Réserve fédérale, où c'était très violent. Ça provoquerait une récession de combien, si on faisait des taux Fed Déjà, l'économie américaine n'est pas très brillante, parce qu'il y a déjà la réduction du déficit budgétaire, hein, qui est liée aux difficultés de Biden à passer quoi que ce soit au Congrès. Donc, grosse réduction du déficit public, au moins 4 points de PIB par rapport à l'année dernière. Les salaires sont à 6, mais l'inflation est à 8, et elle va monter à plus que ça. Donc, il y a une perte de pouvoir d'achat des ménages. Il n'y a pas d'inquiétude d'Ukraine aux États-Unis. Ça, les Américains, ça n'a pas d'effet sur l'économie américaine. Hein. Enfin, c'est une économie qui va être déjà relativement, pas extrêmement dynamique. On va avoir une croissance en cours d'année, peut-être, qui ralentirait jusqu'à un rythme de 1% par an à la fin de l'année. La demande, pour l'instant, Patrick, est toujours au rendez-vous. Le marché du travail est vigoureux. Oui, mais il y a de l'inertie. Mais enfin, perte de pouvoir d'achat, contraction budgétaire, hausse des prix, et puis difficulté d'approvisionnement, comme dans tous les pays. Donc, il y a une économie qui n'est pas brillante, quoi, qui va être sur une croissance peut-être de l'ordre de 3% sur l'année, hein, en moyenne annuelle. Donc déjà, ils ont une économie qui est quand même pas extraordinairement au boom. Et puis, oui, ça ferait quand même... mais je me demande, si vous voulez, ils vont pas le faire, hein, c'est pas une prévision, mais ce qu'ils vont faire, qui est une espèce de truc tiède, quoi, je veux dire, oui, ils vont en faire plus que ce que les marchés croient, mais moins que ce qu'il faudrait. Est-ce que c'est vraiment bien, quoi, de faire ça? Sachant que c'est intéressant aussi, sur les taux de crédit immobilier, à 30 ans, c'est intéressant parce que c'est ce qui est important. C'est très directeur. C'est ce qui sert au financement, encore une fois, du marché immobilier. On atteint le seuil des 5% oui, de première 5%, c'est le seul historique auquel le marché de l'immobilier se retourne. Voilà. On dit attention danger là, sur le marché immobilier américain. Oui, parce que quand vous regardez ce qui fabrique les cycles aux États-Unis, c'est gros l'immobilier. Oui, là l'immobilier va ralentir. Oui. Ouais. En même temps, il est en lévitation. Mais... Enfin, cela étant, attention, parce que c'est un seuil historique, mais les salaires sont à 6, hein. Quand même. Hein. Donc les salaires augmentent toujours plus vite que les taux de l'immobilier, quoi. Bon, retour en France avec cette campagne présidentielle. Je disais l'Institut Montaigne qui vient de publier une étude qui montre que Valérie Pécresse et Emmanuel Macron ont les projets les plus raisonnables d'un point de vue budgétaire. Oui. Ils sont vraiment moins dépensiers que les autres, ces deux-là? Ils sont moins dépensiers. Oui, ils sont moins dépensiers, parce qu'il y a des petites baisses d'impôts. De mémoire, chez Emmanuel Macron, on continue à baisser les impôts de production. Chez Valérie Pécresse, on baisse des cotisations sociales de salariés, si je me rappelle bien, mais c'est pour des montants assez modestes. Hein. C'est moins d'une dizaine de milliards par rapport à ce qu'il y a dans les autres projets, où il y a des baisses fortes d'impôts, où il y a beaucoup de dépenses publiques supplémentaires. Oui, mais de toute façon, c'est un vrai sujet.
C'est quoi la trajectoire des finances publiques sur les prochaines 5 années? Aucun des candidats n'a vraiment voulu aborder ce sujet. Mais les Français s'en fichent, pardon de vous le dire. Les Français s'en fichent, mais ils ont tort, parce que ça va affecter leur vie quotidienne. Parce que d'un côté, à un certain moment, notre discussion sur la réserve fédérale... On a trouvé le quoi qu'il en coûte, on a trouvé des dizaines de milliards. Pourquoi est-ce que maintenant il faudrait... Parce que la France s'endettait à 0. Ce matin, elle s'endette à 1,20, ce qui n'est pas encore dramatique. Mais la BCE est en retard sur la réserve fédérale, mais l'inflation de la zone euro, elle est très différente aujourd'hui. L'inflation de la zone euro, c'est pour l'instant, c'est que des matières premières. Il y a 1,5 de salaire, c'est-à-dire comme d'habitude, et 6 de matières premières. Ouais. Mais quand vous parlez pareil aux industriels, aux entreprises de la zone euro, ils vont dire qu'ils vont monter leurs prix parce que leurs sous-traitants montent leurs prix, qu'ils ne peuvent plus tenir, qu'il faut qu'ils montent leurs prix, qu'ils s'attendent à monter les salaires beaucoup plus à la fin de l'année que ce qu'ils ont fait au début de cette année, et que l'année prochaine, on aura des hausses de salaire à 4-5% et pas à 2,5 ou 3%. Et puis que voilà, ils ont tenu et que maintenant, ça y est, ils ne peuvent plus tenir. Donc la vraie inflation, qui est déjà là aux États-Unis, elle vient en Europe. Hein. Et à nouveau, on ne le savait pas. Il y a 6 semaines, on disait raisonnablement l'inverse, parce qu'il y a 6 semaines, il n'y avait pas l'Ukraine, et donc on voyait que les prix des matières premières allaient se retourner. Là, c'est plus vrai, quoi. Et donc, on va avoir le même problème qu'aux États-Unis, 6 mois, 8 mois plus tard, avec de la vraie inflation, des effets de second tour, comme dit la BCE. Et donc l'année prochaine, si la guerre en Ukraine s'est terminée ou s'est calmée, ils vont rattraper leur retard. Donc on va aussi avoir des hausses de taux d'intérêt plus importantes. Les marchés pensent que la BCE sera 1,20 ou 1,25 sur ses taux d'intérêt à la fin de 2023. Je suis sûr qu'ils seront plus hauts que ça. Hein, parce qu'on aura la même dynamique inflationniste. Elle n'est pas partie encore en Europe. Elle n'est pas partie, mais elle va venir. Hein, et tout le monde est dans les starting blocks pour qu'elle vienne. Sur la trajectoire des finances publiques. Alors, du coup, si les taux d'intérêt remontent au niveau de la croissance, disons, hein, il n'y a plus d'aide de la politique monétaire au financement des déficits publics. Hein. On a besoin de dépenser de l'argent public dans plein d'endroits supplémentaires, hein, dans la défense, dans l'hôpital, dans l'éducation, dans la transition énergétique, dans la réindustrialisation, dans la justice, voilà, dans l'agriculture. Donc il y a très peu d'endroits où on peut faire des économies. Il y a les retraites, mais c'est sur 10 ans. Donc sur quelques années, ça fait quand même très très peu d'économies. Et le déficit public de cette année, qui devait être de 5%, qui sans doute sans l'Ukraine aurait été en dessous de 5%, peut-être 4,5%, il va être de, alors là, 6,5, hein, à la louche, quoi, je veux dire, une grosse louche, mais enfin à peu près ça, donc on part avec un... Et alors, c'est quoi là, et probablement aussi, à un certain moment, il y aura des règles européennes qui vont revenir avant la fin du quinquennat, quoi. Pas donc, 2022, a priori. Non, ni 2023. Ni 2023. 2024, on devrait avoir à nouveau des règles budgétaires, donc ça veut dire que le président élu, donc ça veut dire que le prochain président, sur les 5 prochaines années, il va falloir de toute façon baisser les déficits publics par rapport au niveau d'entrée, qui est d'au moins 6% cette année. Dans un environnement... C'est jamais vu d'ailleurs un président élu avec 6% de déficit public. Oui, historiquement. Plus, donc il va falloir faire ça dans un environnement de taux d'intérêt qui vont monter, avec des règles budgétaires qui vont revenir, et avec un énorme besoin de dépenses publiques tous azimuts, et avec des possibilités d'économie extrêmement lentes. Donc ça va être très très compliqué la trajectoire des finances publiques. Donc, sachant que les Français, ce qu'ils veulent, pardon Patrick, c'est le pouvoir d'achat aujourd'hui. Il n'y a que ça qui compte dans cette campagne. Oui, d'accord, mais est-ce que c'est à l'État de donner du pouvoir d'achat? Pour les Français, ils sont... Voilà. Oui, mais enfin on voit qu'on est un cercle vicieux. Il n'y a pas de marge de manœuvre budgétaire. Donc, si l'État donne du pouvoir d'achat, il le reprendra par l'impôt. Donc, quel est l'intérêt de faire ça, quoi? Non, le pouvoir d'achat, les Français... Qui en fait le plus dans les promesses qui sont faites dans cette campagne aujourd'hui, entre les différents candidats, en matière de pouvoir d'achat? Il y a un peu de tout, parce qu'il y a des propositions sur les salaires. Je crois que Valérie Pécresse propose une hausse assez généralisée des salaires. Il y a des propositions sur le SMIC, hein, je crois, de mémoire, Le Pen et Zemmour font des propositions sur le SMIC. Il y a des baisses d'impôts. Mais si vous voulez, tout ça n'est pas raisonnable, parce qu'il n'y aura aucune marge de manœuvre budgétaire. Donc, la seule chose raisonnable, c'est une négociation avec les entreprises, quoi. Je veux dire, c'est la seule marge de manœuvre, c'est que les entreprises utilisent leurs marges bénéficiaires qui ne sont pas mauvaises, en tout cas qui, avant la guerre en Ukraine, étaient assez bonnes pour redonner. Mais c'est toutes les propositions, ce que propose Thibault Langsat, par exemple, de partage de la valeur un peu plus favorable aux salariés. Ça, c'est complètement raisonnable. C'est dans le programme de Macron, si je me rappelle bien, le dividende salarié de Langsat. Mais mettre des montagnes visibles d'argent public sur le pouvoir d'achat, c'est juste pas sérieux, quoi. C'est juste pas possible. Est-ce qu'il y a un risque de crise sur nos finances publiques en cas d'élection de l'un ou l'une des prétendants à l'Élysée?
Bon, alors les marchés financiers sont des gens complètement pragmatiques. C'est-à-dire qu'il y a un tout petit a priori aujourd'hui. Vous savez que le spread entre la France et l'Allemagne a pris une dizaine, 10 points de base. On est à 53, entre l'écart de taux entre les 10 ans allemands et les 10 ans français, il y a 53 points de base ce matin. On était à 42 il y a un mois. Donc, et on était à 80 en 2017. Oui, il y a 10 points de base. Bon, après, honnêtement, moi je pense qu'il y aura à nouveau... je ne vois pas du tout comment quelques présidents que ce soit, en respectant les règles du jeu, parce qu'on peut décider qu'on n'applique plus les règles européennes, enfin effectivement, bon, on peut faire de la sortie de la France de l'UE, mais en appliquant les règles, en respectant ce que disent les marchés financiers et la BCE, et il n'y a aucune marge de manœuvre budgétaire sur ce quinquennat. Quel que soit le président. Quel que soit le président. Donc la seule marge de manœuvre, c'est des économies quelque part pour dépenser plus ailleurs. C'est de la réallocation de l'argent. Mais de la marge de manœuvre macroéconomique budgétaire, il n'y en a pas. Alors après, il y a l'argument qui vient, chaque fois que je dis ça, dit oui, mais il y aura plus de croissance. Ouais, enfin, d'abord, la croissance potentielle, c'est lent à changer. Et puis, n'oubliez pas que matières premières très chères, ça veut normalement dire moins de croissance, hein, c'est un freinage à la croissance. N'oubliez pas qu'il y a le vieillissement démographique. N'oubliez pas qu'on va devoir faire énormément d'investissements dans la transition énergétique qui ne fabrique aucune croissance, hein, qui juste économise du CO2. Donc c'est assez improbable qu'on ait aussi plus de croissance. Hein. Donc honnêtement, un programme raisonnable aujourd'hui serait extrêmement économe sur les finances publiques, quoi. Et donc, dirait, le pouvoir d'achat, c'est les entreprises qui ont la marge de manœuvre, c'est pas l'État. Enfin, l'État, il me semble que l'État n'a pas de marge de manœuvre globale. Ce matin, Marine Le Pen était sur RTL, hein, face aux craintes de la bourse, et notamment des écarts de taux d'intérêt sur la dette souveraine française. Elle a dit, le catastrophisme, ça ne marche plus. Elle affirme que sa politique ne sera pas dictée par les marchés et qu'elle ne mènera pas une politique en faveur des marchés. Voilà. Est-ce que les marchés ont à craindre ou pas ? Encore une fois, avec l'aspect finances publiques, l'aspect marché. Il y a l'aspect finances publiques, il y a éventuellement... L'Institut Montaigne prévoit 7% de déficit public en 2027 si Marine Le Pen est élue avec son programme. Ce n'est pas dramatique, 7% en 2027. Oui, ça veut dire, si vous voulez, mais il y a d'autres choses en prenant Marine Le Pen. Il y a par exemple des barrières, si j'ai bien compris, des barrières douanières aux frontières de la France ou de la préférence nationale, pas aux frontières de l'Europe, mais aux frontières de la France, qui est strictement incompatible avec toutes les règles de l'UE. Donc si on sort de l'Europe... les taux d'intérêt de la France... Mais elle dit non, elle dit on ne sort pas de l'Europe. Oui, mais attendez, vous pouvez pas... Si vous êtes dans l'Europe, vous appliquez les règles de l'Europe. Ça veut dire que... Ou alors c'est un Frexit vous mettez pas de barrières aux frontières de la France, elles sont éventuellement aux frontières de l'Europe, que vous appliquez les règles budgétaires européennes qui vont venir. Enfin, voilà, donc si vous êtes dans l'Europe, vous êtes dans l'Europe. Donc, non, mais si la France prenait une trajectoire qui est de ne plus respecter un certain nombre de règles européennes, les taux d'intérêt exploseraient. N'oubliez pas qu'on a un très gros déficit extérieur, on a une dette publique qui est très largement détenue par les non-résidents, donc on ne peut pas faire ça. Donc de toute façon, qui que ce soit qui sera président ou présidente appliquera les règles européennes. Il n'y a pas absolument donc Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon élu, le CAC 40, il n'y a pas de décrochage. À nouveau, vous pouvez décider de ne plus appliquer les règles de l'Europe. Donc, si vous n'appliquez plus les règles de l'Europe, vous finirez par sortir de l'Europe. À ce moment-là, la France est par elle-même toute seule, avec une monnaie qui va s'effondrer, avec des taux d'intérêt qui vont exploser. Mais personne ne prévoit ce scénario-là. Si vous êtes dans l'Europe, à nouveau, vous appliquez les règles. Donc, ça veut dire si l'Europe dit vous devez ramener votre déficit public, alors c'est plus 3, c'est 3,5, vous le ramenez à 3,5. Si elle vous dit c'est le libre circulation des biens et services, donc les promesses qui sont faites dans cette campagne ne pourront pas être appliquées. Oui, vous pouvez pas. Et puis. Voilà. Après, il y a peut-être des choses à regarder dans le programme de Marine Le Pen. Il y a la question du fonds souverain, alors qui est présenté de façon un peu bizarre, mais il y a peut-être des choses à regarder sur le financement en fonds propres de l'économie, sur la façon comme on aide les PME à lever des fonds propres. Enfin, il n'y a pas que des choses qui sont ridicules. Il y a peut-être des petites choses à aller piquer ici ou là. Mais globalement, de toute façon, partez du principe que, il n'y a pas de marge budgétaire macroéconomique, et donc tous ceux qui prétendent qu'ils auront de la marge de manœuvre macroéconomique racontent des histoires, et 2, qu'on va rester dans l'Europe, et que donc on appliquera entièrement les règles européennes. Ou alors aller au bras de fer, et dans ce cas c'est le Frexit, et puis là ça nous met dans un scénario qui est tout autre. Mais non, on va pas regarder même les Hongrois. Alors les Hongrois vont au bras de fer, pas sur les questions économiques, ils vont au bras de fer sur des questions juridiques et de société. Et ça va mal se terminer et ils finiront par trouver une position de compromis. Je pense que les investisseurs étrangers ont compris que la France ne sortirait pas de l'Europe, que la France appliquerait les règles européennes, donc on aurait une forme de rigueur budgétaire qui finirait par revenir.
Voilà. Alors après, il peut y avoir des choses. Ce qui est assez bizarre dans le discours de Marine Le Pen, comme dans d'autres hommes politiques, c'est cette idée de la bonne PME et de la mauvaise grande entreprise. Ce qui est un truc complètement ridicule, il faut quand même le dire. D'abord, la richesse de la France, c'est comme en grande partie nos grandes entreprises. On a 20 ou 25 leaders mondiaux. Deuxièmement, les PME vivent des grandes entreprises. Ce sont les sous-traitants des grandes entreprises. Alors, la relation de sous-traitance, elle n'est pas toujours facile. Oui. Il y a quand même des progrès qui ont été faits sur les délais de paiement. Enfin, mais le tissu des PME est alimenté par les grands groupes. Donc, on ne peut pas faire cette séparation entre le méchant grand groupe et la bonne PME. Ça n'a absolument aucun sens. Allez, merci de passer nous voir donc. Patrick Artus, chef économiste de Natixis, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Patrick. Merci David.